je vous propose de fermer les yeux pour pouvoir vous centrer sur votre cœur. Et en ayant les yeux fermés, on peut aussi fermer le tiroir de toutes ces pensées pour que le mental puisse enfin s'apaiser. Ce mental dévastateur qui parfois nous fait ruminer pendant des heures, qui nous pousse à toujours vouloir savoir pourquoi et à se demander où l'on va. Ce mental qui bien souvent s'agite et qui voudrait que tout aille encore plus vite, alors qu'il suffirait simplement d'être et d'écouter les signes qui viennent à nous naturellement. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'écouter ces signes que votre cœur vous envoie pour s'unir et ensemble agir. Et vous connaissez déjà sûrement cette légende amérindienne du colibri qui raconte qu'un jour, il y a eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Et après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, mais tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait demander à notre inconscient aussi de faire sa part, pour permettre à notre partie consciente de prendre conscience justement de ce que notre inconscient sait déjà. Et vous savez, lorsqu'elles sont en groupe, les oies volent 70% plus loin que lorsqu'elles sont seules. Les gens qui partagent un but commun peuvent se rendre où ils veulent aller, plus facilement ensemble, parce que, comme les oies, ils se supportent mutuellement. Quand une oie se dégage de sa formation, elle sent immédiatement la résistance du vent. Et sagement, elle rejoint le groupe pour prendre avantage de l'appui des autres. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Pierre, un homme qui vivait dans un petit village de Basse-Normandie, appelé Courseulles-sur-Mer. Un petit village situé en face d'un autre petit village, Greil-sur-Mer. Et ces deux villages étaient séparés par un fleuve, la Seule, et les habitants des deux villages vivaient principalement de l'ostréiculture. Mais là où il y avait quelque chose qui clochait, c'était que ces deux villages se livraient une bataille sans merci pour être le village récoltant le plus d'huîtres sur l'année. Pierre était lui-même ostréiculteur, et il ne dérogeait pas à la règle. Lorsqu'il croisait Yann, qui habitait à Greil, il lui demandait à chaque fois « Alors, combien ?» Et si Yann lui répondait un chiffre plus grand que sa propre récolte, alors Pierre restait en mer jusqu'à ce qu'il ait ramassé plus d'huîtres. Il faut dire qu'il s'agissait de villages assez pauvres et que les huîtres leur rapportaient un revenu plus conséquent que n'importe quelle autre source de revenus. Pierre se souvenait de son père qui partait en mer pendant des journées pour pêcher la morue. Il revenait éreinté, regardant alors à peine ses enfants pour aller se coucher, mort de fatigue, jusqu'au jour où il n'est pas revenu. La mère de Pierre ne s'en était pas remise. Elle errait maintenant tous les jours sur la plage, dans l'attente de voir sa chaloupe arriver au loin. Bien sûr, son embarcation ne refera jamais surface, puisque le père de Pierre gisait à quelques centaines de mètres au fond de la mer. Alors Pierre s'était juré de ne jamais manquer. Il s'était juré de devenir plus riche pour ne plus avoir à effectuer ses corvées jour après jour. Mais pour l'instant, il trimait jour après jour. Et son calvaire semblait ne jamais se terminer. Il avait vu sa mère dépérir devant ses yeux, en sachant que son fils partait aussi en mer et qu'elle pourrait le perdre comme elle avait perdu son mari. Il l'avait vu le serrer dans ses bras de vieille femme chaque soir lorsqu'il rentrait de la pêche. Mais la compétition était plus forte que tout. Il devait être celui qui se démarquerait. Tous ne pouvaient pas devenir riches, il le savait, et c'était une course de chaque instant pour être le meilleur, pour être meilleur que tout ce que les hommes de Courseulles et de Greil avaient entamé.
Et un jour pourtant, un événement fit basculer le destin de ces villages. Une tempête éclata, comme c'était souvent le cas lors des hivers normands, et cette tempête dévia le cours de la rivière de la Seule. Maintenant, son embouchure ne séparait plus les deux villages, mais s'ouvrait un peu plus à l'est, dans les marais de Grey-sur-Mer. L'événement eut l'effet d'un cataclysme. Comment se départager maintenant qu'il n'était plus seul? Et Pierre eut alors l'idée d'aller voir Yann et de lui proposer une collaboration. Après tout, pourquoi rester seuls sur leur chaloupe, à trimer chacun de leur côté, alors qu'ils pouvaient se partager les tâches et être 2 fois moins fatigués? Après tout, ils pouvaient pêcher à 2 sur une même chaloupe. Cela pouvait sembler bête. Pierre et Yann savaient déjà cela lorsque la Seule les séparait. Mais ce petit événement un peu déconnecté de leurs problèmes financiers avait pourtant permis de débloquer quelque chose chez les habitants des 2 villages. Il n'y avait plus de frontières qui les séparaient. Ils étaient du même côté à présent. Et puisque le climat l'avait décidé, maintenant, il faudrait peut-être qu'ils se rejoignent plus souvent, afin de partager les lourdes tâches, mais aussi leur butin. Et cela faisait maintenant plusieurs années que les habitants de Courseulles et de Grey collaboraient. Et devinez quoi? Comme ils géraient leurs ressources correctement, les eaux étaient toujours aussi poissonneuses. Et il est vrai qu'on pourrait parfois penser qu'il vaut mieux penser en premier à sa propre sécurité, afin de s'assurer un futur. Et pourtant, c'est souvent en coopérant que l'on peut aller plus facilement de l'avant. Et comme le disait Roosevelt, les gens qui agissent ensemble en tant que groupe peuvent accomplir des choses qu'aucun individu agissant seul ne pourrait jamais espérer réaliser. Et finalement, ça m'amène à vous parler de cet homme, Bakili, un jeune Yao qui vivait au sud du Mozambique, près du lac Malawi. Bakili vivait dans un petit village d'une centaine d'habitants, et cela faisait maintenant 3 mois qu'une sécheresse intense ravageait la région. Les cultures étaient brûlées, les bêtes affamées et amaigries, et les hommes, les femmes et les enfants étaient dans une situation très précaire, qui avait amené grand nombre d'entre eux à fuir vers des contrées épargnées par ce fléau. Et un jour, alors que Bakili marchait dans la savane, à la recherche de quelques baies qui auraient pu subsister, il entendit un son d'oiseau. Bakili regarda à sa gauche puis à sa droite. Personne. Il haussa les épaules et continua de fouiller le buisson face à lui. Un bruissement à sa gauche lui fit lever la tête. Sur l'acacia, sur la branche la plus proche de lui, un oiseau l'observait. C'était une sorte de pic, bien que son bec soit moins long que ceux de nos pics européens. Il avait le dos noir, le ventre blanc, le cou jaunâtre et une sorte de cercle blanchâtre sur ses joues, comme s'il s'était mis du fard à joues. « Alors, tu me suis ?» lui dit l'oiseau. « Quoi, tu parles ? Mais les oiseaux ne parlent pas normalement. »« Oui, eh bien moi je parle. Je me suis dit qu'on aurait pu s'entraider. Qu'en penses-tu ? » ?»« Mais qui es-tu ? » ?»« Je suis le grand indicateur. Cela fait des générations que nos ancêtres respectifs cohabitent, mais nous n'avons jamais pu entrer en contact plus approfondi, parce que vos ancêtres étaient très radins. Ils croyaient que nous voulions leur prendre leur grain, alors que nous ne sommes même pas granivores. Alors qu'attends-tu de moi ? C'est très simple. Tu sais, moi, de là-haut, je vois plein de choses, et je peux t'indiquer où se trouvent certaines sources de nourriture, comme les nids d'abeilles par exemple. Et tu sais, le miel est une source de nourriture très riche en énergie. Très bien, mais qui gagnes-tu ? Eh bien, en échange, lorsque tu auras ouvert les nids des abeilles, laisse-moi juste la cire et les larves rester dans les rayons de la ruche. De toute façon, toi, tu n'aimes pas ça. Tu vois, on est tous les deux gagnants avec cette technique. Et Bakili se dit que, de toute façon, il n'avait rien à perdre. Il suivit donc l'oiseau qui le guida de ses cris typiques. « Tu me suis, lui dit-il. « Oui, je te suis, oiseau. Je te suis. » Il faut dire
qu'il était beaucoup plus simple pour l'oiseau de se tracer un chemin jusqu'au nid des abeilles sauvages, puisqu'il n'avait pas de fourré épineux qui gênait sa marche. Et après une trentaine de minutes de marche, l'indicateur se mit à faire du surplace, criant de plus belle. « Ça y est, on y est, c'est juste en face !» Bakili alluma quelques herbes sèches, de façon à faire de la fumée pour éloigner un peu les abeilles et ne pas se faire piquer. Puis avec sa machette, il entailla la ruche naturelle sur une dizaine de centimètres, juste de quoi pouvoir se nourrir et permettre à son ami l'oiseau de pouvoir passer sa tête dans la ruche. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu, indicateur. Merci. Je ne sais pas combien de temps j'aurais mis si j'avais dû trouver ce nid tout seul. Je t'en prie, petit homme. Et tu sais, si tu as besoin de moi, ou d'un de mes congénères, appelle-nous. Tu peux reproduire notre cri. Nous saurons que tu veux converser avec nous. Et je te remercie aussi parce que, sans toi, je n'aurais jamais pu ouvrir ce nid tout seul. Ou alors je me serais fait piquer de partout. D'habitude, je demande au ratel, le blaireau à miel, de m'aider. Mais avec cette sécheresse, ils sont tous partis. Allez, au revoir et à bientôt. J'espère que tu te souviendras que nous ne sommes pas obligés d'être en compétition, entre humains et animaux. Nous avons tant à nous apporter. Et il s'envola d'un tir d'aile. Bakili le regarda s'éloigner jusqu'à disparaître de sa vue. Merci, génie ailé. Tu as été un don du ciel. Bakili retourna à son village en prenant soin de se souvenir du chemin jusqu'au nid d'abeilles. Et grâce à ça, son village put passer la période de sécheresse de manière plus agréable. Bakili devint un fervent défenseur de la coopération pacifique, entre espèces et au sein des différentes tribus voisines. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette histoire, pour emmener votre inconscient à mieux voir. Alors, si aujourd'hui on choisissait nous aussi de coopérer entre nous tous. Parfois, on aurait envie de pleurer ou de crier. Parfois, on a même encore envie de lutter. Et finalement, la vie nous ramène toujours et encore sur le chemin pour accomplir notre destinée. Parfois, on aimerait pouvoir voir les choses de manière plus claire, plus posée. Parce que parfois, les nuages s'assombrissent et l'avenir du monde nous fait peur. Mais vous savez, ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons nous entraider et nous soutenir quand sous nos pieds la terre tremble pour que cette planète puisse renaître de ses cendres. Si chacun y mettait un petit peu du sien, si chacun de nous aidait à faire briller l'autre à sa manière, nous pourrions réunir nos forces et nous mettre en lumière. Et nous pourrions alors unir nos valeurs pour enfin parler avec le cœur, en laissant loin derrière la peur et en franchissant ensemble les montagnes les plus abruptes pour en ressortir humains et fiers de parcourir ce chemin sur terre. Alors, si on laissait la peur d'être jugé, cette peur d'être oublié, cette peur que l'autre puisse briller un peu plus que nous, cette peur que l'autre puisse nous voler, nous dérober et finalement nous blesser. Tout dépend de nous-mêmes, car c'est nous qui laissons les autres empiéter sur notre vie. Mais si on laissait toutes ces peurs et qu'on les transformait avec le cœur, si on se concentrait enfin sur nos capacités et sur les dons de chacun, sans prétendre vouloir être quelqu'un d'autre, juste en arrêtant de se fixer sur notre propre personne, mais en allant voir plus loin les conséquences qui en découlent pour notre monde. Et si, au lieu de se médire et de s'envier, on s'entraidait pour mieux exister? Et si on unissait enfin nos forces pour coopérer et qu'on arrêtait de rester dans la compétition et de se comparer? Il est temps de lâcher le mental et de s'accorder le droit de baisser le voile. Parce que la vie devant nous a tellement de choses à nous dire. Libre à chacun à sa manière de le traduire, mais les mots de la terre sont si puissants qu'ils peuvent nous donner la force pour retrouver l'élan. L'espoir pour un avenir un peu moins noir, l'espoir pour un avenir différent, un avenir meilleur pour nos enfants. Et je rêve d'un monde où nous pourrions laisser de côté la compétition pour laisser naître et s'installer la coopération, où l'on apprendrait aux enfants non plus à se comparer, mais à s'entraider pour pouvoir ensemble briller.
Parce que si nous ne sommes rien et tout à la fois, peut-être que votre inconscient sait déjà que dans ce cas, tout ce qu'il touche fera partie de lui-même et que chaque chose extérieure le renverra à ses propres problèmes. Il serait temps d'arrêter de voir la vie d'une manière individuelle et de nous unir pour pouvoir redonner à l'avenir ses propres ailes. Des ailes un peu brûlées par nos caprices, des ailes un peu fatiguées de cette fumée et de ces œillères que tant de gens encore préfèrent garder sur terre. Mais si une personne peut aider à ouvrir les yeux d'une autre, si une seule personne peut aider une autre à changer sa perception sur les choses pour un avenir un peu moins morose, si entre nous nous pouvons, avec respect et tolérance, apprendre des autres et mettre en pratique ce que chacun peut apporter, notre monde en sera tellement changé. Nous avons tellement à apprendre des autres, et parfois nous croyons tout savoir d'une chose ou d'une autre, alors que la clé réside souvent en un regard, comme une bougie allumée tard le soir, comme pour pouvoir vous éclairer dans le noir et vous apporter assez de lumière, et enfin pouvoir vous regarder dans le miroir, fier. Alors imaginez maintenant une bulle aussi grande que votre intention, une bulle qui s'agrandirait au fur et à mesure que grandit entre nous cette coopération, une bulle qui nous unit et qui vient renforcer notre énergie. Imaginez comme la bulle grandit de plus en plus, et comme nous sommes de plus en plus nombreux à la sentir, si nous nous réunissons pour la faire grandir, si nous émettons ensemble l'intention qui nous inspire. Et comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, la pierre n'a pas d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Et je terminerai en soufflant à votre inconscient une phrase pourtant connue par votre conscient, mais qui peut faire toute la différence pour nous amener à plus d'entraide et de bienveillance. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Et votre inconscient va pouvoir intégrer tous les bienfaits de cette séance, dès maintenant, dans les heures à venir. Vous allez pouvoir sentir votre corps se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.